Mephisto Red! Mephisto Red! Warpstone Glow! Tu vois, t'as dit Warpstone Glow, j'étais comme, hey, j'ai un chandail vert, mais c'est pas très Warpstone Glow. Hein. Ben non! Bienvenue au balado Soirée Peinture. Bienvenue, allô David. Allô, allô? Bienvenue à l'épisode 127, je crois. 127. Si ma mémoire est bonne. Ben Ouais, oui. je suis quand même pas pire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. En passant, si vous nous écoutez en ce moment, que ce soit en podcast sur Spotify ou Balado Québec ou que vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas. On a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent, puis on remarque que vous pouvez nous liker, vous pouvez nous sharer. On aime ça, essayer d'augmenter ça le plus possible. Fait que peut-être que vous ne le faites pas par habitude, c'est bien correct, mais gênez-vous pas, allez le faire dessus. Est-ce que Ah, t'as oui, comme oui. Moi, c'était comme il va me lancer à la porte, là, j'attendais le cue. Là. Ben. J'ai été trop subtil dans mon cue cette fois-là, j'étais juste comme de regarder. On aime ça aussi avoir des commentaires et des pouces sur YouTube. Puis pour vous encourager à le faire, on a un petit concours. Le concours, c'est si vous êtes capable de deviner, d'associer la couleur de peinture au chandail de Kevin. Vous le mettez en commentaire sur YouTube seulement. Ça ne fonctionne que sur YouTube, ce concours. Vous mettez en commentaire sur YouTube et que vous avez la bonne couleur, on va vous faire une mention spéciale à vous dans le prochain épisode qui sera enregistré. Puis là, on enregistre 2 épisodes à la fois d'habitude. Là, fait que si vous le mettez au premier, ce sera peut-être pas l'autre après, ça va être l'autre après. Mais si vous avez la bonne couleur, vous avez le droit de mention. Puis dans les autres épisodes d'avant, c'est parce qu'on le disait à la fin de l'épisode. C'est ça. Fait que là, ça se peut que vous ayez écouté l'épisode de la semaine passée, puis que vous le savez parce que j'avais une autre couleur de chandail. Mais là, comme on changeait le message pour le mettre au début, on fait 2 tests. Fait que j'ai 2 sortes de chandail pour 2 épisodes. Ouais. Hein? C'est bon, ça. Pas pire, pas pire. Fait que ouais, fait que participer, ça va nous faire plaisir de dire votre nom. Puis si vous avez un username vraiment bizarre, ça va être encore plus drôle. T'avais pas pensé à ça, David, hein, faisant un concours qu'on allait avoir des usernames vraiment weird? J'ai hâte de voir ça. Fait que, ben, aujourd'hui, c'est un David nous éduque. Hein? La semaine passée, on parlait de Necromunda, Hive Secondus. Là, cette semaine, David, on parle de quoi? Cette semaine, ça fait... Hey, je vais recommencer ça, j'en allais nulle part avec ça. Alors, tu vas-tu le couper ou on refait du début? Ah non, on laisse là. Ça reste dans l'épisode. Fait que là, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est Kevin, on regarde tout, on revient en arrière, puis je recommence tout ce que je disais. Exactement. OK. Fait que, mais c'était vraiment bon, David, ce que tu étais en train de dire. Ah, merci. Fait que je vais aller directement dans le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on monte, pas comment, de monter une campagne narrative, puis spécialement dans l'hérésie d'Horus. On a souvent parlé de jeux narratifs, de scénarios narratifs, même de campagnes narratives. Même si on en a parlé, je pense qu'on continue d'apprendre au fur et à mesure, puis au fur et à mesure des expériences qu'on a, puis on rencontre des gens différents, on a donc des contacts différents, puis ça nous fait voir des trucs parce qu'on est le même groupe, parce qu'on se connaît, on le voyait pas avant. Fait que puis on crée des événements. Oui. On crée des événements aussi, fait qu'en runant des événements narratifs, tu découvres d'autres façons de faire les choses selon le contexte dans lequel est-ce que tu crées, fait que c'est aussi une expérience. Oui, exactement. Je ne voulais pas te couper, mais je trouvais que ça fitait dans le... C'est parfait. Fait que ce serait ça. Aujourd'hui, on va parler de monter une campagne narrative dans l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus, parce qu'on vit l'expérience, parce qu'il y a plein de livres de campagne, puis parce que c'est le jeu de un des jeux de Game Workshop qui est le plus proche de l'historique. Ça fait des parallèles intéressants sur comment faire des campagnes narratives. Parce qu'il y a beaucoup de contenu. Les romans sont du contenu, mais la compagnie a décidé de sortir beaucoup de contenu en termes de livres de campagne durant plusieurs années, contrairement à certains autres de leurs jeux. Fait qu'il y a du contenu en masse dans lequel aller fouiller. Fait que qui dit narratif, dit histoire. Généralement, une partie narrative, ça s'inscrit dans une histoire, dans un contexte. Fait que c'est quoi l'histoire de ta campagne narrative que tu veux monter?
Puis les résidus russes, c'est parti d'une note de bas de page dans un livre de règles, ou en tout cas d'un petit carré d'histoire très, très petit, mais ils ont, comme tu dis, ils ont fait des livres de campagne, autant les nouveaux livres que les anciens Black Book. Toute la série de romans aussi qui a été faite qui peut être super inspirante, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres, donc il y a beaucoup de combats ou de petits kill teams là-dedans que tu peux retrouver, donc tu peux t'inspirer pour soit refaire exactement la même chose ou faire quelque chose qui est similaire. Je pense que toute la Shattered Legion au complet, oui. Le principe de Shattered Legion, c'est un principe de kill team. Mm-hmm. S'il n'y avait pas eu autant de romans écrits, puis tu avais voulu garder ça en dedans de 20 romans, les Shattered Legion n'auraient jamais eu de romans sur eux autres. On n'aurait jamais développé ce lore-là. Ça aurait été juste le massacre de X-25, puis il y a des survivants, puis c'est ça. Oui, tout à fait. That's it. Et fait que ça c'est pour les kill teams. Puis comme tu dis, on a eu ça parce qu'ils ont développé leur série de romans, fait qu'ils ont pu creuser. Mais sinon, les histoires connues, tu as nommé Is-25, Is-23, Cygnus Prime, Prospero, Beta Garmon, le siège de Terra, qui permettent tous de faire ou des kill teams ou des batailles de masse. Donc, la première question que moi je me poserais si j'avais de monter une campagne narrative, je sais pas pour toi, mais c'est où que ça se passe puis pourquoi ça se passe? Ben, oui, parce que ce que tu veux, c'est raconter un conflit. Puis tu peux pas raconter un conflit si tu racontes pas son contexte, c'est qui les participants, puis le moment dans lequel est-ce que ça se passe. Mm-hmm. Puis si on parle d'un conflit de Deuxième Guerre mondiale, si je fais juste dire « Ah, il y avait un dude avec une moustache, puis il y avait du monde qui était contre ce dude-là. » Oui. On raconte rien. L'époque dans laquelle est-ce que ça se passe, les décisions qui ont été prises, le conflit vient de où, à quelle ville est-ce que ça se passe, c'est qui les acteurs, leur motivation, tout ça. C'est toutes des affaires qui sont, pour moi, qui sont intrinsèques, qui sont importantes à raconter cette campagne-là, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on s'attache ou on se détache, ou on est d'accord ou on est en désaccord. Il y a comme il y a une implication plus grande que juste A puis B. Oui, tout à fait. Puis après, tu peux prendre. Tu as ton implication plus grande, tu es attaché à l'histoire, puis après, tu vas vouloir raconter, parce que ta bataille, c'est un point de cette histoire-là. Mm-hmm. Dans toute la fresque, c'est vraiment. Tu focuses sur une partie. Fait que c'est quoi l'histoire, grand contexte. Après ça, c'est quoi l'histoire que tu veux faire sur la table? Mm-hmm. Ben, comme pour Waterloo, par exemple. Comme pour Waterloo, oui. Ton fameux Waterloo, ça devait se passer dans un contexte beaucoup plus grand. Oui. Les plans d'Abraham, ça en a un autre dans un contexte beaucoup plus grand. La Deuxième Guerre mondiale, comme que je disais, je veux dire, Bolt Action au complet vit sur la Deuxième Guerre mondiale, selon moi. Ben oui. Fait il y a plein de batailles qui peuvent se raconter. Warhammer Fantasy. Tout Warhammer Fantasy se passait tout avant les End Times. Mm-hmm. Mais on n'a jamais vraiment fait si je me rappelle bien, Games Workshop n'est jamais allé jusqu'à raconter les histoires de avant l'époque où il y avait le Warhammer Fantasy. Fait qu'ils ne sont pas allés jusqu'à Magnus de Pius, toutes ces affaires-là d'avant. On n'avait pas de modèle ou d'armée qui allait représenter exactement ces conflits-là. Tu pouvais, mais jamais autant que la bataille de Aldorf, la bataille de Whatever X. C'est pour ça que la nouvelle édition de Old World, qui se bâtit sur les Border Prince, Magnus de Pius, Archaon n'est pas là. Là, on peut se permettre de choisir des petits moments où est-ce qu'on veut raconter ces conflits-là, tu sais. Dans un autre contexte. Ben oui. Puis focusser sur quelque chose en particulier. Je m'étais préparé un exemple dans ma tête, c'est pas dans le Old World, mais je suis en train d'écouter Band of Brothers pour la première fois. Il y en a qui ont écouté ça il y a longtemps. Moi, je le découvre en ce moment. Pour moi, ça va être la première fois que j'en entends parler. Fait que, oh! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je travaillais au Vidéotron quand c'est sorti, c'était super populaire. J'ai jamais regardé. Mais tu suis la Easy Company. Fait que tu sais, t'as la série au complet. Ben, t'as la Deuxième Guerre mondiale qui est ton grand contexte. Tu suis la série au complet, c'est à partir du débarquement de Normandie, juste un peu avant, mais pendant. Fait que là, tu as ton contexte moyen. Mais après ça, tu peux te dire, ben, je prends la prise de la ville de 40 ans. Puis je pense que Roger, d'ailleurs, a travaillé là-dessus. Là. Oui, bonjour, Roger. Mais fait que là, ton scénario, ça va être la bataille de 40 ans. Comment on la gère, comment je la fais, puis comment je la représente. Fait que tu regardes ce que tu as vu dans l'émission,
Peut-être que tu es allé lire le livre Band of Brothers, ça vient d'un livre. Peut-être que tu es allé lire des livres d'histoire ou tu as trouvé le scénario dans Wargame Soldier and Strategy. C'est longtemps que je ne l'avais pas dit. Oui, il m'a dit, ça fait un petit bout que tu l'avais pas, plugué. Fait que là, tu vas avoir ton scénario. Fait que là, l'histoire de ton scénario, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Fait que, mettons, 40 ans, le but, c'est d'aller au centre de la ville. Fait que, comment tu vas raconter ça? Puis il n'y a pas autant d'Allemands que d'Américains. Comment tu vas gérer tes deux armées pour que ça raconte cette histoire-là des Américains qui prennent la ville? Oui, puis tu parlais tantôt de Beta-Garmon, mais Beta-Garmon, c'est un autre combat dans lequel il y a... Beta-Garmon, c'est tellement gros que faire la campagne de Beta-Garmon, c'est même Games Workshop qui a fait un livre, La bataille de Beta-Garmon, il raconte 3%. Genre, c'est même pas la majorité de la bataille de Beta-Garmon. Des fois, il faut choisir le snapshot du film. Tu sais, le Seigneur des Anneaux, quand tu prends une campagne du Seigneur des Anneaux, qui est basée sur les romans, oui, mais beaucoup de scènes de films, au point que les figurines sont basées sur les acteurs. Tu as des scènes importantes du film, puis quand tu prends le livre de campagne, tu as les scènes spécifiques des films qui sont tous des scénarios. Ouais. Au point où est-ce que tu as un scénario de Riddle in the Dark, qui est Bilbo puis Gollum. Ils ont fait un kit pour ça. Wow. Avec le petit paquebot, là, t'as le petit bateau, t'as Bilbo, puis t'as Gollum. Wow, OK. Tu sais, la Smog, Bilbo, quand t'achètes Smog, il y a une figurine de Bilbo sur les pièces d'or. Je veux dire, tu peux... OK. Tout ça pour dire que les scènes iconiques d'un film ou d'une série télé devraient représenter aussi ton scénario. C'est pour ça que quand tu le regardes au complet, ça te donne ton film au complet. Ben oui. Fait que c'est ça, quand tu disais tantôt, tu pars de large puis tu t'en vas à petit, c'est parce que l'idée, c'est que tu veux savoir dans ton big scope, dans ta vision macro, où on s'en va. Point début, point fin. Puis tous les petits points qui se passent entre. C'est comme si tu défaisais un film, un Polaroid. J'ai pas le terme exact, là, mais un film de caméra. C'est un film. Tu as encore tous les petits. C'est un film, hein? Moi, oui. c'est ça. T'as comme tous les petits carrés de tous les snapshots de qu'est-ce qui devrait se passer. La pellicule. Pellicule, merci. Ouais. J'étais comme ça qu'il y a un autre mot que film pour ça. C'est un pellicule. Oui, c'est ça. Puis, un exemple que j'avais vu en lisant des articles sur l'historique, c'est quand tu essaies de créer un scénario. En fait, genre, je rewind un peu. Quand tu as des armées qui s'affrontent, c'est rare que ces deux armées à force égale qui arrivent et qui se rencontrent, puis bang. Souvent, tu as un attaquant puis tu as un défenseur. Oui, parce qu'il y en a un qui vient chercher quelque chose, puis l'autre qui ne veut pas qu'il l'aille. Exactement. Que ce soit un territoire, une personne, un objet, une réputation, du prestige, name it. Puis je pense dans un vieil épisode, j'ai déjà dit, une des règles qu'ils mettent quand ils créent des scénarios en historique, c'est que souvent l'attaquant est au moins 3 fois plus nombreux que le défenseur. Parce que l'attaquant sait qu'il faut qu'il se déplace en masse. Exact. Parce qu'il ne peut pas se permettre de se déplacer pour rien. Exactement. Il focus son attaque là. Puis le défenseur, généralement, a une position défensive qui compense en partie. Tu sais. Une des premières difficultés qu'on va avoir avec les Résidorus, c'est que tu peux pas faire ça aussi simple que ça. Le jeu est fait d'une façon où, en historique, souvent, tu vas avoir, mettons, la misère à l'expliquer, je suis même pas mathématicien, mais on va s'essayer. Là. Mettons que 0, c'est la moyenne. Puis après ça, tu as la courbe sigmoïde, c'est ça? C'est ça! Non, mais mettons que 0, c'est la moyenne de force. Ben oui! Mettons que 0, c'est la moyenne de force des unités en général, les troupes que tu vas avoir dans les règles de jeu. Tu vas avoir les vétérans qui vont être à +1, puis les milices ou les bleus qui vont être à -1. Ouais. Dans les Résidorus, mettons que 0, c'est l'escouade tactique. Tu vas avoir peut-être les Enductai qui vont être à -1 à 5, mais tu vas avoir le primarque qui va être à +500. La variation de puissance est tellement énorme que c'est plus difficile d'évaluer c'est quoi 3 contre 1. Et que ça te demande plus de travail. Puis là, tu vois, c'est fou ce que tu dis parce que moi, dans ma tête, pendant que tu l'expliquais, je me disais, la majorité sont toutes à 4 de toute façon.
Parce que la stat de toughness et la stat de force pour la majorité d'entre eux. Ouais. Mais les weapons changent tout. Parce que Oui. les weapons ont leur propre force ou les weapons de melee donnent des bonus à la stat de force, changent la stat de force. Oui. Il fait en sorte que même si tout le monde est à stat 0, dès que tu mets un last cannon, dès que tu mets un plasma, ton bolter c'est ta ligne 0, ta chain sword c'est ta ligne 0, ta force du gars c'est ta ligne 0. Il y a tellement d'éléments dans l'Horus Heresy qui viennent modifier cette statistique-là que ça devient une guerre de statistiques. C'est des statistiques qui annulent l'autre statistique. Oui. Fait que c'est du roche-papier-ciseaux, vraiment, littéralement roche-papier-ciseaux. Là où est-ce que dans ton jeu historique, tu as ta statline, tu as des habilités qui peuvent venir selon les unités, ou tu as des habilités inhérentes, un peu comme les Seigneurs des Anneaux peut-être, là, Oui. quand tu as une spear, ça fait telle affaire, quand tu as une épée et un bouclier, ça fait une autre affaire. Tu peux avoir ce genre de nuances-là, mais ça ne fait pas en sorte que tu gagnes 6 en force, ou que tu doubles. Ouais. Fait que c'est ça. C'était mon observation, c'est qu'il y a comme 2-3 layers de plus comparé à ton jeu historique, où l'Horus Heresy vient comme escalader le conflit sans même parler de la statline du bonhomme. Oui. Fait que, admettons, là, je le sors de mes fesses, là. Je pense pas qu'il y ait de scénario comme ça. Mais admettons que le scénario narratif que tu t'es fait, c'est. On est dans le siège de Terra, tiens. Puis à un point, l'assaut. À un point, tiens, les loyalistes font une contre-offensive. Ouais. C'est 3 anciens dans des Contemptors qui font la contre-offensive. OK. L'attaquant, c'est les loyalistes. Contre-offensive, 3 anciens dans des Dreadnoughts. On sait maintenant que les Dreadnoughts dans l'hérésie d'Horus, c'est très fort. Oui. Si tu fais juste dire c'est ça le scénario, l'autre fait la liste qu'il veut, il y a des bonnes chances que l'autre il se mette 3 escouades de canons laser. La game, elle sera pas longue. À moins que tu fasses des couloirs, puis que là, les Dreadnoughts peuvent se cacher, puis qu'il y a juste une opportunité de tir. Là. Oui. Sinon, ça se peut que tu sois obligé de pas te fier. Ben, en fait, je pense que dans un scénario narratif, faut toujours que tu fasses attention à ne pas te fier uniquement au point. Donc, tu les mets à côté, tu les gardes pas loin, tu les regardes de temps en temps, et tu les mets de côté. Mais tu pourrais vouloir dire que l'autre, ben, ce qu'il a accès, c'est, mettons, un centurion, puis des escouades tactiques, puis des escouades de support. Parce qu'il est pris de court par cette contre-attaque-là. Mais c'est là où peut-être, mettons, 3 Dreadnoughts, c'est quoi? C'est 1000 points? 1500? 1002? 300 chaque? 3 Dreadnoughts? Ouais. Je préfère un chiffron à peu près à 300. Là. Ça pourrait être un peu plus, là, mais... 300 chaque? Ouais, à peu près. 6. Ça va faire un ben, comme 900. Ben, tu pourrais dire, l'autre, qu'il y a 1200, 1500 d'escouades tactiques et d'escouades de support. Fait qu'il n'y a pas nécessairement les armes pour tasser un Dreadnought, mais il y a assez de corps et de trucs pour que ça prenne, que ça soit quelque chose d'intéressant à jouer. Oui. Puis comme on disait, ben, comme c'est un principe de roche-papier-ciseaux dans l'Horus Heresy, des fois, c'est un peu tout ou rien. Ouais. Qui fait en sorte que, comme le Dreadnought au corps à corps aurait l'option d'annuler ton armure et de faire plus de dégâts parce que ben, chaque coup fait plus que juste un bonhomme mort, mettons, là. Ben, il pourrait enlever ton escouade tactique au complet. Ouais. Puis ça fait en sorte que tu n'as pas cette option de contre-attaque ou de je vais tenir l'objectif ou de je vais toffer, l'espèce de last stand. Tu vas beaucoup moins l'avoir, alors que dans 40K, on donne un malus à l'armure. Ben tu as moins de ça. chances de réussir, mais c'est pas une annulation complète. Ça, c'est un vestige des vieilles éditions de Warhammer 40 000, parce que fut un temps, Warhammer 40 000 jusqu'à la 7e édition était comme ça. C'était du je t'enlève l'armure ou je te l'enlève pas. C'est seulement depuis la 8e qu'on mettait un malus à l'armure. Fait que peut-être mais tu vois, là, j'ai donné mon idée de scénario, puis là, avec ce que tu me dis, qui pourrait être la discussion qu'on a avant de faire le scénario, peut-être que la réponse, ça pourrait être ah, ouais, dans le fond, ça sera peut-être pas le fun à jouer. Fait que peut-être la contre-attaque loyaliste, c'est un ancien avec 3 escouades tactiques. Ouais. Ou 3 escouades d'assaut. Oui. Oui, puis je pense que tu fais bien de calculer le ratio
c'est quoi le feeling que je vais aller chercher? J'ai-tu vraiment besoin de 3 dreadnoughts pour le faire? Quand je parlais d'attachement tantôt, là, c'est un petit peu ça. Moi, je me rappelle que quand on faisait dans Warhammer Fantasy, il y avait eu un scénario. Il y avait un scénario dans le livre de la 8e édition qui était Dark Elf contre High Elf, qui était l'assaut des plages de Ulthuan par les Dark Elf. Et c'est un scénario que j'adorais vraiment beaucoup. Je lisais les pages et j'adorais ça. J'en mangeais. Oui. Mais tout dépendant contre qui je jouais ce scénario-là, je pouvais avoir beaucoup de fun ou pas pantoute. OK. Puis souvent, de mon feeling de l'époque, c'est que j'avais l'impression que mes Dark Elves, mettons que ce qui sort de mes bateaux, les Black Ark qu'on appelle, ben c'est une armée de Dark Elves qui vient attaquer. Donc, les Dark Elves, ils amènent un temple de Cain, ils amènent des Blackguards, ils amènent des corsaires, ils amènent un déploiement plutôt généraliste de ce qu'ils ont parce que c'est des Black Ark avec des thèmes de toute façon. Oui, oui. C'est toutes des mini-armées, dans le fond, qui descendent. Puis du côté des High Elves, qui étaient de l'autre côté, fait que les High Elves qui sont les protecteurs des plages, tu devrais avoir une force qui est beaucoup plus, je pense, homogène, où tu aurais une force de défense qui est à cet endroit-là, que leur job, c'est de défendre constamment. Ils n'auront pas nécessairement une garnison de White Lion, de Phoenix Guard. À un moment donné, ils devraient avoir beaucoup de lanciers, de l'Ardern Sea Guard, parce que c'est l'assaut de l'Odern, par exemple. Il y a comme cet aspect-là que je trouvais qui était difficile à aller chercher parce que le joueur High Elf, lui, dans sa collection, il n'y a peut-être pas assez de lanciers, puis d'archers, puis de l'Ardern Sea Guard pour pouvoir représenter cette force de défense-là. Fait que là, il va rentrer des Swordmasters, des White Lion, des Phoenix Guard. Puis là, ce qui est bon dans cette édition-là, c'est d'avoir 2 blocs de 40 Phoenix Guard. Fait que là, tu as l'impression de te battre contre un temple Phoenix alors que tu venais faire un assaut de plage. Oui. Ça détruisait complètement mon immersion. Parce que j'avais l'impression, puis parce que la personne de l'autre bord, elle veut pas perdre. Fait qu'elle fait une liste qui a du sens, parce qu'à la limite, elle veut avoir du fun. Puis comme le fun vient par ne pas perdre, ben, on vise les listes qui sont fortes. Ouais. Alors qu'au bout de la ligne, ma game devenait une game comme n'importe quelle autre. Donc, j'avais plus l'impression de jouer une game narrative. J'avais l'impression de juste déployer mon armée de Dark Elf contre une armée de High Elf, puis on avait des petites règles spéciales. Mais il n'y avait pas cet attachement-là que j'aurais eu si j'avais eu autant de lanciers puis d'archers devant moi qui auraient représenté cette ligne de défense qui, oui, peut-être se serait fait défoncer. Peut-être. Mais la shot d'après, c'est mais cette ville-là de High Elf a été wipée. Les Dark Elves ont un pied sur cette plage-là. Les Black Ark se vident. Les réseaux de marché autour, les routes de marché, les temples se font toutes vider. Les Dark Elves, ils défoncent ce bout-là. Puis là, les High Elves viennent reprendre. Et là, ils ont possiblement plus de stock. Là, ils sont allés chercher, parce que là, la ville de Krace, par exemple, est pas loin. Puis là, tu as les Lions of Krace qui sont là. Les lions, il y en a beaucoup plus dans cette game-là, où c'était un temple Phoenix qui est pas loin. Puis là, c'est eux autres qui se déplacent pour venir le faire. Tu sais, je pense qu'il y a comme en tout cas, cette patience-là de dire, mais l'histoire qu'on raconte, on est au début, on est ici. Oui. Tu as raison, tu n'as pas tout ce qu'il faut. On va s'arranger pour avoir un maximum de fun, mais on va accepter que c'est ça l'histoire. Tout comme si Frodo avait eu à se battre contre le Nazgûl au début dans le premier film à la place de se cacher. Là. Ça ne serait pas bien fini, je pense. Ben, ça, c'est le début. Ta contre-attaque, tu vas l'avoir. Oui. C'est correct de vivre ça, je pense. Puis il faut être tous dans le même mood. Parce que sinon, ça fait un sentiment d'insécurité. Ça fait un sentiment de on n'a pas de fun parce qu'on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Ça feel comme un guet-apens. C'est peut-être juste moi, là. Non, ça a du sens. Puis, mais en fait, ce que tu dis, ça m'amène à un autre truc. L'étape d'après. Ça, c'est une des premières étapes. L'étape d'après, c'est comment tu joues une défaite. Ça c'est quelque chose que j'ai pas compris tout de suite, que j'apprends au fur et à mesure qu'on essaie les affaires. Oui, parce que t'as pas le choix. Il faut que ça arrive. Mais je vais prendre l'exemple que tu as donné de Lord of the Rings. Mettons que tu joues Frodon qui affronte le Nazgûl au début.
Ouais. Mais si tu fais juste les mettre face à face sur une 4x4 avec les règles de base, ça va pas être le fun pour le joueur. No! No. No. Ouais, c'est ça, Frodon. Ouais, il va se faire Ouais. exploser. Ben oui. Mais si tu crées un scénario autour duquel, je sais pas, il peut lancer un dé pour se tasser de D6, puis ça annule l'attaque. En tout cas, tu crées une dynamique dans ton scénario qui permet à Frodon de faire quelque chose. Là, tu passes de. C'est comme ça que ça m'est venu, à force d'y penser. Là. La différence entre subir la partie et jouer la partie. Si tu dis c'est une défaite, je te mets un Nazgûl, toi te Frodon, that's it, parce que c'est ça l'histoire, tu te fais éclater. Ben là, Non, mais on va pas jouer ça. On va pas jouer, je vais juste subir. Fais juste me dire que Frodon, il a perdu. Merci. J'ai pas besoin de jouer ça. Moi, l'exemple que j'utiliserais en comparaison à ça, c'est j'utilise beaucoup Seigneur des Anneaux parce que je trouve que les scénarios de défaite du Seigneur des Anneaux sont tellement bien faits. OK. Le scénario de Boromir, le Last Stand de Boromir. Oh, ça vous être intéressant, ça. Ouais. Tu le sais que Boromir perd. OK. Je me rappelle pas exactement du scénario, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas regardé. Mais mettons qu'on a besoin de rejouer cette scène-là. On oublie qu'il y a un scénario qui existe. Ouais. On prend l'exemple que l'on regarde le film, on le sait. Ou on a lu le roman, on le sait. On va jouer une game, il y a des Uruk-hai d'un bord, il y a Lurtz, puis de l'autre côté, il y a Boromir, puis les Hobbits. Puis le but, c'est qu'il doit protéger les Hobbits, puis il est tout seul, avec très peu de renforts autour de lui, qui seraient les Hobbits. Ben, c'est l'exemple que tu disais de 3 contre 1. On est à pas mal plus que ça. Puis, j'en reviendrai à ça tantôt. Parce que c'est un avis de nous éduque, fait que je ne vais pas te couper. Non, mais si tu as affaire à rejouer ce scénario-là, il y aurait des raisons pour lesquelles est-ce que Boromir aurait des règles spéciales supplémentaires qui dépassent les points qu'il a actuellement, habituellement. Parce que c'est le moment héroïque de Boromir. Il dépasse ses limites. C'est pas le Boromir normal, c'est son dernier moment héroïque. Donc, si tu veux faire vivre une défaite, mais que ça soit héroïque dans la défaite, que ça soit plaisant dans la défaite, si tu regardes un roman dans lequel il y a des héros qui perdent, tout le monde se rappelle des bouts de poche que Dan Abnett il fait avec des guardsmen qui meurent après que ce soit attaché à lui et à sa famille. Oui, d'accord. On va pas jouer ça. Oui. Mais on peut jouer les Guns Ghosts. Ils en ont perdu des batailles, mais on peut jouer les scénarios de Guns Ghosts parce qu'ils perdent quand même. Il y a peut-être un des gars des Guns Ghosts qui meurt là-dedans, tout comme Boromir meurt dans ce scénario-là. Tu le rends épique dans sa défaite, ce qui fait que j'ai l'impression de jouer quelque chose de cool. J'ai l'honneur de jouer la défaite de Boromir. J'ai l'honneur de jouer les Imperial Guard qui tiennent le palais de l'empereur. J'ai l'honneur de jouer les derniers custodians sur le ship de Horus qui doivent défendre l'empereur. J'ai l'honneur de jouer Loken. J'ai l'honneur de jouer Torgaradon. Peu importe, name it. Nomme ton caractère préféré. Ce serait Torgadon. Arrêtez. Torgaradon, c'est un Imperial Fist. Mais il y a des scénarios faciles à faire que tu sais comment est-ce que ça se termine, puis il y a le moyen de le rendre le fun. Ça ne devrait pas être une excuse. Mais c'est normal, tu vas perdre. Ouais, on le savait ça. Mais comment est-ce que tu organises ça pour qu'on ait toutes les deux du fun? Il y a une partie de l'attaquant, comment est-ce que tu fais pour rendre ça le fun? Puis il y a une partie du défenseur, comment est-ce que tu fais pour rendre ça le fun? Si on est toutes les deux embarqués là-dedans, j'ai pas besoin que tu m'amènes ta liste la plus forte de l'univers. Oui. C'est pas nécessaire. On le sait déjà que je vais le perdre. Le scénario est bâti pour ça. Lurtz n'a pas besoin de bonus supplémentaires. Non, c'est ça. On sait que tu vas le perdre. Mais le scénario est fait pour que tu aies quelque chose à faire et pas juste que tu attendes que l'autre il accumule assez de points de dégâts pour t'enlever de la table. Mais tu devrais toujours, pour moi, quand tu es la personne qui devrait perdre, tu as tout à gagner à faire des choses. Parce que tu sais comment ça se finit. La personne qui gagne, elle le sait déjà, elle a tout à faire pour rendre l'expérience de l'autre épique. C'est ça l'humilité, je pense, de jouer un scénario narratif, c'est de servir l'histoire. Si tu es le joueur attaquant et que tu sais que tout est de ton bord, s'il te plaît, prends l'attitude qui vient avec quel autre moment épique est-ce qu'on peut vivre.
combien d'Urukai est-ce que je peux t'envoyer? Je ne vais pas t'envoyer un maximum d'Urukai avec l'Earth, avec tous les bonus pour pouvoir m'assurer de te détruire tour 1. On va essayer de refaire qu'est-ce qu'on connaît du film ou quelque chose qu'on n'a pas vu d'un film, mais qu'on sait qu'il serait cool. Il y en a plein d'affaires comme ça dans Warhammer 40 000. T'as pas joué Space Marine 2, hein? Non. J'ai pas Je veux pas l'envie. spoiler personne. Moi, tu Il peux y a des spoiler, bouts. mais... Ben, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, je vais donner un exemple très simple parce que je trouve que les jeux vidéo font vraiment bien ça. Le principe de jouer quelqu'un qui perd. Mhm. Dans un jeu vidéo, c'est normal. Tu joues l'histoire du héros, tu vas perdre. Il y a des moments où tu vas perdre, ça va être correct. Tu vas pas mourir, l'histoire va être racontée. Fait que, mettons, Captain Titus se retrouve dans la Death Watch, rétrogradé à Lieutenant Titus, quand il revient dans les Ultramarines. Mais dans la Death Watch, tu joues lui au début. Ton tutoriel, c'est Lieutenant Titus puis une kill team de Death Watch contre des tyrannides. C'est ça ton tutoriel. Puis, un moment là-dedans, tu te bats contre une grosse bébite. Tu le sais déjà que tu vas pas gagner ce combat-là. T'es un Space Marine tout seul devant cette bébite-là. OK. Mais ils te rendent ça le fun. Les vagues, ils finissent pas. OK. Les bébites viennent toujours sur toi, puis toi, tu te défends, puis tu vides tes balles, puis tu tapes avec ta chainsaw, puis tu tapes avec tes affaires, puis tu fais du mieux que tu peux, tu te débats comme un démon, mais t'as pas l'impression de subir, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est cool. Tu dépenses tes balles jusqu'à la dernière, tu tues des bébites jusqu'à temps que ça n'a plus de sens. Ouais. Tu tues une grosse bébite, il y en a une autre. Ça file pas comme... Dans une game de Warhammer, ça prendrait pas grand-chose pour que ça devienne pas le fun. Ben oui. Et le jeu, pour moi, te met comme contexte le graphique, l'ambiance, l'immersion. C'est la vibe que le joueur gagnant amène à la table dans un scénario comme ça. Celui qui permet aux joueurs en défense d'avoir du fun, c'est l'attitude puis la vibe que le joueur gagnant amène qui va permettre ça. C'est la table qui va pouvoir permettre ça. Les scénarios, les terrains, les modèles peints. C'est ça qui fait en sorte que de vivre une défaite, le fun est différent que de subir une défaite parce qu'on est censé perdre. Puis je vais en revenir un peu dans le méta. La plupart, les gens de mon âge, puis un peu plus vieux. Peut-être les moins jeunes, c'est pas la même chose, mais les premiers jeux auxquels on a joué, c'est beaucoup Monopoly, les dames, les échecs. Puis dans Monopoly, jouer puis Monopoly en même temps, puis moi jouer ça vient avec plaisir. Puis je suis comme on est en même place. Mais ça nous a conditionnés, puis le sport aussi nous conditionne à il y a un gagnant ou un perdant. Mm-hmm. Le match play, c'est pensé comme ça, les tournois, c'est pensé comme ça, puis c'est correct d'aimer ça et d'avoir du fun là-dedans. Je veux juste être sûr que personne ne se sente mis de côté. Je respecte ça, vous avez du fun. Ça. Quand tu joues narratif, il faut que tu laisses ça de côté. Là, c'est difficile parce qu'on a été entraîné dans le monde ludique à chercher un gagnant et un perdant. Quand on est face à face sur une table à Battleship, je coule tous tes bateaux puis j'ai gagné la game. Le jeu narratif, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Il y a un exemple qui me vient en tête. Là. Il y a la... C'est-tu mélangé? C'est-tu la fin de semaine passée ou l'autre avant? Il y a quelques fins de semaine. Je suis allé jouer une partie de pratique de général d'armée parce qu'on a joué beaucoup puis les règles, on commence à les apprendre, mais ça prend du temps. Puis j'ai joué contre... c'est John qui a organisé, encore une fois, merci John. Puis j'ai joué contre Gabriel qui avait juste joué une autre partie avant. Fait qu'on a pris... C'est intéressant parce qu'on a pris un scénario historique, mais on l'a ajusté pour que ce soit plus facile puis qu'il y ait moins de règles trop extrêmes, plus obscures. Mm-hmm. Mais la chose que John a dit dès le début puis qu'il a répété une couple de fois, c'est qu'on n'est pas là pour gagner. On est là pour apprendre à jouer. Mm-hmm. Mais tu vois, moi, je prendrais ce « on n'est pas là pour gagner » puis je le ramènerais au jeu narratif. Ben oui. Quand on est en train de jouer une partie narrative, on n'est pas là pour gagner, on est là pour raconter une histoire. Mm-hmm. Puis là, je reviens dans Général d'armée puis je vais chercher Helge. Qu'est-ce qu'il avait dit quand on a joué? Il dit, ce genre de scénario qui demande la collaboration des joueurs. Fait qu'on collabore ensemble à raconter une histoire. Fait que oui, c'est une bataille. Oui, il y a dans l'histoire, il y a un assaut, il y a un gagnant, il y a un perdant.
Mais ce qu'on joue, nous, c'est l'histoire. Fait qu'en théorie, les moves qu'on fait sur la table, ils devraient renforcer l'histoire. Il y a le moment où tu le sais que tu peux faire un move gagnant, mais qui va scraper l'histoire. Mm-hmm. Ça, il y a peut-être des gens qui s'en rendent pas compte, mais je pense que tout le monde est capable de se dire à un moment donné, hey, ce move-là, il me fait gagner la partie, mais ça a-tu du sens dans l'histoire qu'on raconte? Ouais. Moi, j'en reviens toujours aux deux mêmes exemples. Je suis sûr que je l'ai déjà mentionné il y a plusieurs épisodes. Je pense que ça fait un bout que je ne l'ai pas dit. Fait qu'au pire, il y a peut-être personne qui l'a déjà entendu. Mon premier exemple de scénario narratif de quelqu'un qui perd puis qu'on se rappelle du perdant, c'est 300. Ouais. 300, c'est pas les Spartiates qui gagnent. Tout dépendant du point de vue que tu as. Mais à la fin, les 300 Spartiates sont morts. Les Perses ont gagné. Bon, macro, tu pourrais dire, ouais, mais dans cette bataille-là, ils ont tout de même réussi à retarder whatever, ce qui a permis à whatever d'arriver à... Oui, vision macro, vous avez raison, effectivement, il y a comme ça. Mais quand on joue le snapshot, les 300 Spartiates sont morts jusqu'au dernier. Léonidas, il passe pas un bon moment, mettons, à la fin. Ouais. Mais tout le monde se rappelle des Spartiates comme étant des guerriers épiques. Bon, pour ceux et celles qui sont calés en histoire, vous le savez tout comme moi que 300, ça se passe pas exactement comme ça. Mais le film ou la légende te raconte quelque chose qui est épique du point de vue du perdant. Moi, c'est comme ça que j'aime approcher les scénarios des perdants. Ça devrait être, si j'ai à raconter cette histoire-là, c'est quoi les moves cool que j'ai à raconter des perdants? Si je ne peux pas prendre cet angle-là, on n'a pas eu une belle partie. Donc, si les moves que tu fais ne permettent pas au perdant de faire un move cool, c'est pas un move que tu devrais faire. Si ça amène pas quelque chose à l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est pas un move que tu devrais faire. Si tu tues Léonidas au tour 1, t'as mal joué. C'est ça, moi je suis vraiment très méchant là-dessus, là. Mais si tu joues une game, puis mettons toi et moi, David, on fait Perse contre Spartiate, puis tu as l'opportunité avec un de tes archers de me spotter dans la tête Léonidas, de me le tuer tour 1, puis tu le fais, c'est-à-dire que tu fais cette attaque, tu roules les dés, c'est un choix que tu as fait à ce moment-là, et c'est impossible que tu me dises « Non, mais je l'avais pas vu comme ça! » Non, arrête. On va pas insulter notre intelligence, là. On va arrêter ça. Tu as vu un move, tu te dis « Ça serait-tu cool si je tuais Léonidas au tour 1? » Oui, tu as raison. On pourrait prendre cette approche-là, mais c'est pas ça qu'on s'était entendu à faire. Oui. Donc, on va respecter ce qu'on s'était entendu à faire. Si le but, c'est qui tue Léonidas le plus vite parce qu'on veut changer l'histoire puis on fait un what if, c'est bien correct aussi. Mais il faut qu'on s'entende sur ça dès le départ. Fait, pour moi, 300, c'est un bon exemple de scénario perdant aussi. L'autre exemple que je donne, il y a eu un White Dwarf à l'époque de la nouvelle édition. Là, on est à un moment où il y a une nouvelle édition de Lord of the Rings qui s'en vient. Il y a eu l'autre d'avant qui était Pelennar's Field, qui était l'édition de Lord of the Rings dans laquelle il y avait le nouveau modèle de Théoden, il y avait plein de nouveaux modèles. Et dans le White Dwarf de cette époque-là, il y avait une bataille des Pelennar's Field qui était immense, dans lequel l'équipe du White Dwarf jouait. Et on avait un joueur qui jouait avec Aragorn. Puis il y avait Théoden et comment est-ce qu'elle s'appelle? La fille blonde qui protège Théoden. Éowyn. Et le Nazgûl vient attaquer Éowyn, comme dans le film. OK? Aragorn, il est là-bas. Il est loin. Ouais. Il pourrait se taper l'olifant qui est devant lui. Okay? Le choix logique pour gagner la game, ça serait de battre ce qu'il y a devant lui. Parce que ça changerait tout. Ouais. Et le joueur du bunker du White Dwarf raconte: j'ai fait le choix d'utiliser mon action héroïque pour pouvoir aller vers Éowyn parce que je me suis dit, c'est impossible qu'Aragorn voit ça et qu'il n'y ait pas. C'est un choix qu'il a fait à ce moment-là. C'est pas ça qui se passe dans le film. Ouais. On peut facilement s'expliquer la décision de Aragorn aurait fait ce choix-là. Et c'est ce qui fait que c'est attachant. Oui.
c'est personnalisé. C'est pas n'importe qui. Ce héros-là, il est comme ça. C'est ce que je trouve intéressant parce que si je prends des joueurs qui jouent Space Marine, puis je leur dis, c'est qui ton primarque préféré? Puis il me dit, Magnus, parce qu'il n'a rien fait de mal. Mettons. Tu vas le voir comme un good guy. Tu vas vouloir qu'il soit cool quand tu vas le jouer. Ben moi, quand je joue avec toi, là, je devrais avoir envie que ton Magnus soit cool. Oui. Ça devrait être ma pierre de départ, ça devrait être Magnus, tu vas prendre des décisions avec, qui vont être des décisions cool. Pas de le cacher en arrière d'une urine durant 4 tours parce que les règles disent qu'en ce moment, t'es mieux de faire ça parce que c'est plus méta. Mon Dieu, que c'est plate. Fais ça dans le match play, c'est correct. Mais dans une partie narrative, tu devrais avoir envie de jouer Magnus comme que tu veux. Comme qui est cool. Même si t'es pour perdre ton scénario, c'est pas grave. Mettons Magnus contre Eamon Ross. Je donne un exemple de Prospero Burn, mais ça pourrait être n'importe quoi. Là. Le petit astérix, note de bas de page que je mettrais à ça, c'est que si la personne, on prend ton exemple, la personne joue Magnus, le personnage cool. J'ai pas joué Magnus, j'ai pas regardé ses règles, fait que là, n'est pas me caller out là-dessus. Mais admettons que Magnus, il délite des unités, là, il les efface de la table. Là. Ouais. Puis que je joue contre toi, puis c'est ton personnage cool, puis t'arrives, puis tu fais juste effacer des unités. Moi, la petite astérix que je mets, c'est ben là, je comprends que c'est cool, mais là, si tu tues le fun de tout le monde avec ton Magnus. Ça, c'est une conversation qu'il devrait avoir en début de partie pour pouvoir dire Magnus, il peut faire ça. Mets-toi donc 2-3 units de plus. C'est tout? Oui. On pourrait aussi limiter à il peut pas le faire sur les gardes d'élite, il peut le faire sur les troupes. Puis ça, mettons une unité de plus, on revient à ce qu'on disait sur les points. Ben, ça se peut que l'armée avec Magnus, ce soit à 1500, mais l'armée qui a 2-3 unités de plus, elle soit à 2000-2002. Oui. Oui. Ben oui, on revient un peu à notre argument de départ de les points ne représentent pas quoi que ce soit d'autre que juste ce que l'unité vaut / fait dans un contexte donné, dans un moment spécifique, whatever. Mais ouais, je pense qu'il faut ajuster ça pour pouvoir... Oui. Mais c'est là que ça devient plus compliqué de jouer des campagnes narratives aussi. Ça demande ce twist-là de vouloir penser aux choses comme ça parce que ça sort de la façon dont les livres sont présentés. Exactement. Là, on a beaucoup parlé des scénarios. On est allé dans le creux des scénarios. Mais une campagne, c'est aussi une armée que tu vas amener tout le long. Puis, ça pose des questions. Un, quelles sont les armées présentes dans l'histoire? Fait que ça, c'est lié à l'histoire. Normalement, tu vas jouer les armées qui étaient là à ce moment-là. Faut pas... Le risque d'une campagne narrative, c'est que tu essaies de faire plaisir à tous tes chums, puis tu leur dis oui à toutes les armées qu'ils ont, parce que ça, c'est l'armée qui collectionne, ça, c'est l'armée qui veut le jouer. Puis là, tu te retrouves avec une histoire qui n'a plus de sens parce que tout le monde est là. Ben, puis t'as un très bon exemple avec les Mighty Empires de l'époque, puis les Blood in the Badlands, où est-ce que c'était des campagnes tellement ouvertes à tous que tu pouvais tout mettre dedans. Oui. Mais l'histoire était beaucoup moins développée que Battle for Skull Pass ou l'assaut des Dark Elves sur les High Elves sur Ulthuan. C'était tellement large que tu pouvais tout faire. Ouais. Fait qu'il faut faire des choix. Qu'est-ce que tu encourages? Puis, ben, tu sais, ça se peut que tu racontes des trucs le fun. Puis là, ça va dépendre de tes joueurs aussi. Il y en a qui, en plus l'histoire est détaillée, plus l'embarquent. Fait que si tu leur donnes quelque chose de trop vague, ils vont pas embarquer. Puis il y en a qui vont rien lire. Il y en a qui vont rien lire. Tu vas prendre la peine de faire un document avec toute la belle histoire décrite. C'est un beau 2 pages, t'es vraiment content. Puis à la première game, personne n'a lu ton document. Exactement. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils font là. Personne ne sait pourquoi est-ce qu'ils se battent. Ils veulent juste rouler des dés. Ça arrive. Ouais, ben oui. Ouais. Fait que l'autre question à se poser, c'est tes joueurs, ils commencent-tu la campagne avec rien de fait? Est-ce qu'ils ont une collection partiellement faite? Ou est-ce qu'ils ont déjà une armée montée et peinte et complète? Fait que, on prend notre exemple, Prospero Burns. Si tu as un joueur qui... tu vas embarquer un joueur dans ta campagne qui joue Space Wolf, il a toute l'armée de prête, mais lui, ce qu'il fait motive dans une campagne, c'est de peindre des unités au fur et à mesure, mais ça se peut qu'il ne soit pas intéressé, parce que lui, ce projet-là est déjà fait. Oui. Puis s'il voudrait se pointer dans Prospero Burns avec une armée d'Iron Hands... C'est ça. C'est-tu encore Prospero Burns? Exactement. Si les gens partent de zéro, là, ça raccorde avec nos scénarios.
faut que les gens, au moment où ils commencent à bâtir et à peindre leur collection, ils soient au courant de c'est quoi le premier scénario pour que ça fitte avec l'histoire du scénario. Donne-moi un plan de match Ouais. des 1, 2, 3 premiers scénarios pour que je puisse savoir quelle collection il faut que je me bâtisse. Si j'aime ça faire des conversions, j'aimerais ça avoir le temps de pouvoir les faire. Si j'aime ça choisir mon color scheme, puis j'ai besoin de faire des tests parce que je suis motivé, démotive-moi pas en me faisant changer des affaires à la dernière minute tout le temps. Il y a tout ça qui embarque. Comme tu dis, si tu pars de zéro, c'est pas la même affaire que si tu pars déjà avec 6000 points. C'est ça. Puis il y a des gens qui aiment ça, le dilemme de dire qu'est-ce qui me manque dans mon armée rendu à 6000 points. T'sais. Puis il y a des gens qui disent non, been there, done that, je veux un autre projet. Oui. Puis, comme on dit, si tu as préparé ta campagne, tu as l'avenue historique, où tu as préparé ta campagne, tu as préparé tes scénarios, puis peut-être que tu connais, ça demande une bonne connaissance du jeu, mais tu as écrit les listes pour tes joueurs. Ça, l'avantage, c'est que si tu connais bien ça, tu as bien préparé, à la limite, tu l'as même testé. Là, ça va marcher parce que tu sais ce que c'est. Il y a des joueurs qui vont aimer ça. Moi, je vais aimer ça. Il y a des joueurs qui aiment... pourrais. Toi, tu pourrais. Je pourrais. Mais je dois avouer que ce qui me motive en général, c'est les projets de hobby. Fait que quand les listes sont déjà données, je pense que ça peut faire son temps pour moi. C'est-à-dire? Je pourrais jouer 1, 2, 3 scénarios de liste prédéfinis pour moi que tu m'imposes. Je pourrais. Okay, Mais s'il fallait tenir ça durant plusieurs mois, à un moment donné, je serais comme... Pas ça que j'ai envie de peindre. C'est pas ça que j'ai envie de peindre. Puis ces units-là me font pas triper. Je les ai pas achetés. J'aurais pas envie de les acheter. Quand on parle de notre campagne de Plague War qu'on avait faite avec François, je jouais des Imperial Guard de Ultramarine, ceux qui faisaient les mondes de Ultramar, et j'ai peint un nouveau 1000 points à chaque scénario qu'on faisait. Je changeais le corps de mon armée tout le temps. Fait qu'à la fin, j'avais une grosse armée de fête, mais parce que j'avais pas envie de refaire encore les mêmes affaires. Ben oui. Fait que je me questionnais qu'est-ce qui fitait dans le scénario, puis je le faisais. Dans le but de fitter avec le scénario. Mais ça reste que je peignais une nouvelle armée à chaque fois. Pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. Non. Moi dans la même campagne, je suis parti de mes unités de base, puis j'ai construit autour de ça. Et c'était la même armée qui prenait de l'expansion. Puis, c'est deux approches qui sont différentes. Mais si on nous avait imposé des listes, je pense que tu aurais eu plus de plaisir que moi. C'est fort possible, ben oui. Fait que l'autre option, c'est les discussions avec les participants. Puis là, je vais aller chercher un vocabulaire d'intervenants. Et c'est de co-construire la campagne avec les joueurs. Ah oui. Hein? La co-construction. Ouais, j'appelle ça le cocon. Le cocon. Non, mais dans le sens où... Là, ça permet à des joueurs comme toi de dire, ben moi, je veux m'en aller vers ça. Oui. Mais d'avoir la discussion avec tout le monde en même temps. Moi, je veux m'en aller vers faire une armée de dreadnought. Mais là, le scénario ne marche pas. Oui, puis on utilise souvent les dreadnoughts comme étant des exemples, mais juste en termes de feeling, l'approche directive de donner la liste, c'est une approche qui fonctionne pour certaines personnes, langage intervenant. Une activité directive, ça fonctionne pour certains. Oui. L'approche semi-directive serait de dire tu es obligé d'avoir ça, mais tu peux choisir ce que tu veux dans le reste pour le reste des points. Les campagnes de Moratti. Oui. Broken Realms. Broken Realms, c'était ça. Ouais. Tu avais des unités qui fitaient dans l'histoire. Puis après ça, ils te disent tu as X points d'unités à aller chercher dans cette liste-là. Ouais. Exact. Ça, c'est semi-directif. Ouais. Puis après ça, tu as l'approche libre, qui serait l'approche non directive, qui serait lousse, qui aurait, dans une campagne narrative, on appellerait la collaboration. Mais ça demande énormément d'énergie et de guide. Oui. Ça prend quelqu'un qui prend le lead pour pouvoir dire je vais valider les choix des gens. Je vais caler des rencontres pour qu'on puisse en parler. Je vais m'assurer que tout le monde a sa place et qu'on va déconstruire des idées préfaites de comment les choses devraient être faites et pourquoi. Parce qu'on vient tout avec notre bagage, puis on vient tout avec notre façon d'approcher les campagnes, d'approcher nos parties. On n'aime pas toutes les mêmes affaires dans les parties. Fait que travailler en collaboration, c'est accepter qu'il y a d'autres façons de faire. Que peut-être que toi, tu en as une que tu préfères absolument, mais que tu n'auras pas exactement ce que tu veux durant une game ou deux.
Il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin. Mhm. Et là, la personne qui veut absolument l'approche libre, si c'est la même personne qui n'a pas lu l'histoire, Oui, si c'est la oui, même personne qui est là pour jouer juste, c'est correct de vouloir jouer des games, là, mais que c'est elle, son but, oui, c'est je suis là pour jouer des games ou je suis là pour être avec mes amis. oui. Ben, Il y parce a que un le niveau questionnement. d'engagement qui n'est pas le même. C'est ça, ouais. Puis c'est là que le guide est important. Tu sais, j'avais donné l'exemple, je pense, quand je parlais de Necromunda. Je pense que c'était pas le dernier épisode, mais un autre auparavant, où est-ce que je disais que j'avais beaucoup apprécié l'idée de dire, quand j'ai fait les campagnes de Warcry, j'ai réalisé que j'avais aucune difficulté à dire aux gens, c'est ça le projet. Oui. C'est par là qu'on s'en va. Je comprends, tu as peut-être envie de faire autre chose. Tu sais, je vais donner un exemple. On a Simon Rivet qui est venu me voir. Très belle discussion sur Gotrek dans la campagne. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un gros fan de Gotrek. Mhm. Il me dit ça pourrait être cool que Gotrek soit là. J'avais nommé que les gens ne pouvaient pas venir avec des personnages nommés parce que c'était l'histoire de leur affaire. Puis il me disait, puis Gotrek, peut-être qu'il serait trop fort, peut-être qu'il ferait ça. Puis là, on s'est mis à parler de, mettons qu'il y aurait un Slayer à la Gotrek, ou mettons qu'il y aurait un Gotrek qui aurait perdu la mémoire, ou mettons qu'il y aurait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un Gotrek qui repart de la base, mettons. Un Slayer qui n'est pas Gotrek, qui utilise le modèle de Gotrek, mais qui n'est pas Gotrek, mais qui se bâtit sa légende. Comment est-ce qu'on pourrait le représenter? Est-ce qu'il pourrait coûter des points de plus puis avoir des stats de plus? Ouais. Puis, au bout de la ligne, ce qu'on s'était dit, c'est que je disais, il y avait déjà un système qui existait, qui était le système des enhancements, que tu fais sacrifier des points pour avoir des bonus supplémentaires sur ton fighter. T'sais. Fait que je dis, dans ta liste, tu pourrais déjà le faire. Ah, OK. Par contre, on n'a jamais eu besoin. Ça n'a jamais été un problème. Mais je suis parti d'une approche directive. On m'a amené une idée, je l'ai écoutée. Mhm. J'ai pas dit non sans raison. Ben J'ai oui. dit peut-être, explique-moi. L'idée de départ, non, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit pour tout le monde. Fait que c'est question d'être cohérent. Mais là, il y a d'autres idées qui sortent. Je ne vais pas dire non à chacune des idées, je vais les écouter aussi. Puis là-dedans, il y en avait que j'étais comme ah, ça c'est intéressant. Ça ne va pas à l'encontre de la cohérence par rapport aux autres, mais ça se rapproche de ce que tu voulais. Est-ce que ça sert la créativité, l'idée que tu Ouais. avais, puis ça te fait plaisir? Oui, allons-y. Fait que Parfait, voilà. ça. Ben oui, c'est bon. Fait que les armées, dans le fond, avoir soit un plan avec des attentes claires ou être capable de. Et, dans le fond, être capable d'ouvrir la discussion avec les participants. Mais il ne faut pas avoir peur. Ouais. Il n'y a personne qui est ton ennemi quand tu parles. En tout cas, d'un point de vue arbitrator, d'un point de vue game master, il n'y a personne qui est là pour ne pas avoir de fun. Ouvre, discute, chaleur, compréhension, ouverture, écoute. Mais ça veut pas Juste, dire oui à tout. non. C'est ça. Non, non, non. Parce que tu devrais, tu sais, dans ce que tu disais tantôt, dans ton plan, tu sais c'est quoi ton histoire. Ouais. Ça ne donne rien de bâtir une campagne si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Et si tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu devrais avoir les valeurs de la force de tes convictions. Tu sais que c'est par là que tu veux aller. Le réalisateur d'un film, il va écouter ses acteurs, mais il est très probable qu'il va dire non à 90% des idées qu'il va sortir. Ouais. Parce que les acteurs, ils ont leur propre idée, mais ça ne veut pas dire que ça va dans le même sens de ce que lui veut. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Ça veut juste dire que dans la vision qu'il a, c'est pas par là qu'il s'en allait. C'est bien correct. Titanic, là, ça aurait pu finir avec des licornes. Ça aurait pu. Moi, je préfère Titanic qui finit avec le gars qui tombe sur l'hélice. Ça, moi, ça me fait plus rire. C'est des licornes. Ça, c'est moi. Mais je donnais un exemple un peu farfelu, là. Mais c'est important d'avoir la force quand tu leads une campagne, quand tu proposes une campagne, quand c'est toi qui guides un groupe pour une campagne, peu importe. C'est important d'être à l'écoute, mais c'est important de savoir ce que tu fais. Mm-hmm. Va-t'en vers une direction précise, puis après ça, collabore avec tout le monde. Là, il va y avoir des petits pourcentages d'idées qui vont sortir, qui vont t'amener toi ailleurs, qui va pouvoir les amener à collaborer tout le monde avec toi. Puis, même chose pour les joueurs, quand on va proposer des affaires, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter tout. Propose-en tant que tu veux, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un oui. Il y a comme un give and take là-dedans. Ben oui, tout à fait. Fait que je finirais peut-être avec la question de avec qui tu joues.
C'est important de savoir avec qui tu joues. Est-ce que tu as déjà joué avec ce monde-là? Puis si tu n'as pas joué avec eux, apprendre à les connaître. Parce que ça se peut que les expériences sont différentes, le niveau de jeu est différent. Ça, c'est important de le savoir et à prendre en compte. C'est si le joueur il joue régulièrement au jeu, puis que dans la campagne, tu en as un qui vient de commencer, peut-être que le niveau d'accompagnement n'est pas le même, ou il y a une discussion à avoir de oh, ok, toi, tu es expérimenté, toi, tu l'es moins. Juste s'assurer comment on va faire pour que la partie soit le fun. Parce que c'est pas parce que tu as de l'expérience que tu sais jouer contre des gens avec moins d'expérience. Si demain matin, on joue au hockey Cosum puis il y a Wayne Gretzky qui débarque, s'il fait pas attention, ça se peut que moi, j'aille pas de fun. Je vais le planter pareil. À l'âge qui est, là, je vais être correct. Qui je vais être correct. Kovalev? Je vais être correct. Tu vas être correct? J'ai pleinement confiance. Oui, le niveau de jeu. Souvent, je trouve que c'est ça. Ça, c'est difficile à évaluer. Là. Ben, c'est parce que ça va des deux côtés. Ouais. Quand je travaillais au magasin, je le voyais souvent. Tu as les gens avec plus d'expérience qui ne se rendent pas nécessairement toujours compte qu'ils prennent des décisions tactiques qui sont liées au fait qu'ils ont plus d'expérience. Donc, no way que la personne de l'autre bord, elle aurait bâti sa liste comme toi. Elle aurait pris des décisions tactiques comme toi. T'sais, sois conscient de tes zones aveugles le plus possible. De là vient l'importance d'être activement présent dans la game. Comme, reste connecté avec la personne de l'autre côté. Tu devrais être capable de pouvoir sentir quand la personne n'a plus de fun. Tu devrais être capable. À moins que tu sois vraiment un sociopathe, là, comme tu devrais vraiment être capable de le sentir. Habituellement, le sourire, il disparaît. La personne est sur son sel durant une couple d'heures, puis elle ne te parle plus vraiment. Là. Ouais. Habituellement, c'est un signe que quelque part, le plaisir a quitté la table. Mais bon, mais je sais pas on pourrait faire un épisode au complet sur les signes que la personne est plus engagée dans la partie. On pourrait faire ça. Mais tu as la personne expérimentée qui ne se rend pas toujours compte de ça. Puis tu as la partie des joueurs inexpérimentés qui ont l'impression qu'ils savent comment ça devrait être fait ou qui savent ce qui devrait se passer ou qui prêtent des intentions à l'autre personne. Ça, c'est un mix qui est difficile à réconcilier. Ça prend beaucoup d'humilité puis beaucoup d'écoute pour pouvoir être capable de pouvoir faire comme OK, je t'ai roulé dessus. Je m'excuse. Je vais lancer des fleurs à Simon, encore une fois, Simon Rivet, avec qui on a eu beaucoup de conversations, lui et moi, sur cette capacité à pouvoir prendre des décisions tactiques tellement fortes qu'à un moment donné, ben, la personne de l'autre côté n'a plus rien sur quoi réagir. C'est quoi qui dessert le plaisir à ce moment-là? Qui a le plus de fun là-dedans? Puis à travers nos conversations, ce qu'on réalisait, c'était que, ben, dans le fond, c'était pas tant le fun de gagner tout le temps, c'est quand tu gagnes, la personne de l'autre côté, elle a clairement pas eu de plaisir. Ouais. Toi, tu continues à avoir du fun à faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Honnêtement, je t'invite à trouver des gens qui trippent comme toi. Comme tu vas fitter dans une gang ailleurs. Mais dans nos conversations, c'est beaucoup ressorti ça, d'être capable de pouvoir dire OK, puis comment est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait que je suis capable de faire ça, puis la première étape que je disais, c'était commence par l'admettre. Juste dire je m'excuse, ça c'est arrivé. Le fameux non, c'était pas si pire. Essaye de calmer ta culpabilité ici. Là. Soit tu es aveugle, soit tu essaies de calmer ta culpabilité. Dans les deux cas, c'est pas aidant. La personne au bord, elle sait qu'elle s'est fait rouler dessus. Puis de l'autre côté, tu as la personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui s'est peut-être pas fait rouler dessus, mais qu'elle a quand même pas eu de fun. Mais elle n'a pas assez d'expérience pour pouvoir pointer ce qui fait qu'elle n'a pas eu de fun. Oui, ben oui. Et de là vient encore l'humilité, l'écoute, de dire hey, pour vrai, je pense pas que tu as mal joué. Puis je pense pas, tu sais, je sais pas, là, mais pour vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu tant de fun que ça. Puis c'est pas ta faute. Il faut être capable de le dire, il faut être capable d'en parler. Puis dans une campagne, c'est 1000 fois plus primordial, je pense. Ben oui. Oh, oui, parce que sinon, ça va être longtemps. Oui. Mais de là vient ton co-construire. Oui. On peut pas co-construire si on communique pas. Tout à fait. Et c'est là aussi que les campagnes à 18 personnes, c'est pas vraiment une bonne idée. Ouais. Si c'est une campagne à 18 personnes, guide ça solide, parce que sinon... Il va y avoir de la job pour l'organisateur ou l'équipe d'organisateurs. Oui. Oui.
Ou tu segmentes, en tout cas. Oui, oui. Il y a des outils. Mhm. Oh, Ça oui. prend beaucoup de réflexion et d'organisation. Dans la campagne de Warcry, on était entre 10 et 16 personnes, Ouais. tout dépendant des games. Mais je savais clairement où je m'en allais, puis c'est moi qui faisais les opposants. Fait que moi, j'enlevais la composante de la personne qui pouvait exagérer à la limite. Parce que si elle exagérait contre ma liste que je donnais au Ouais, deuxième ouais, joueur. C'est correct. Il n'y a personne qui a d'attachement envers les forces que je donnais. Ils jouaient les méchants. ouais. J'enlève l'ego dans ce temps-là. C'était calculé, c'était volontaire. J'enlève l'ego, c'est correct. Fait que, en tout cas. Mais Puis, ça, c'était plus facile à utiliser pour 16 personnes. ouais, ouais. Je pense que pour ceux qui viennent de l'historique, ça va avoir l'air peut-être moins. Comment je faisais ça? Essaye avec des mots. Ouais. Habituellement, ça aide. Non, mais dans l'historique, je pense que tu peux plus facilement faire des campagnes parce que la variation de puissance que je parlais tantôt Oui. n'est pas énorme. Fait que les chances que tu roules sur ton adversaire, c'est pas qu'il n'existe pas, là, mais c'est plus difficile. Oui. 30K, il faut que tu fasses attention. Parce qu'à moins de jouer avec juste de base, là, comme des escouades tactiques, un centurion, puis peut-être une unité spéciale, du moment où tu rentres dans les règles spéciales, dans les grosses unités, ça tourne vite, ça devient, comme tu disais, du roche-papier-ciseaux rapide. Fait que y a beaucoup moins de place à l'erreur, donc il faut faire beaucoup plus attention. Oui, puis n'importe quel joueur de Horus Heresy te dirait que c'est clair que les légions n'ont pas toutes été bâties sur le même frame. Ouais. Et comme c'est un jeu qui se veut plus narratif, peut-être, dans son optique de création que 40K et Age of Sigmar, qui reçoivent des updates de règles, puis que la balance est l'objectif primaire, on va pas se le cacher. Comme ils visent la balance aux 3 mois, l'Horus Heresy est à peu près à la même position qu'il était quand il est sorti Ouais. dans la famille. C'est 2022, si ma mémoire est bonne, que Quelque chose l'Horus comme Heresy est ça. sorti. Ben, the state of the game est à la même place qu'en 2022. Les Dreadnoughts sont à la même place, les Terminators sont à la même place, les escouades tactiques sont à la même place, les Imperial Fists sont à la même place, les Blood Angels sont à la même place, les Sons of Horus sont à la même place, les Iron Warriors sont à la même place. Ça n'a pas bougé. Ce qui explique pourquoi est-ce que la communauté a tendance à chercher des solutions, à Mhm. faire des recommandations. Parce qu'ils voient cet écart-là, puis là, ils tentent, eux, de trouver cette balance-là. Fait que quand tu fais une campagne, c'est primordial de penser à ça aussi. On n'a pas tous les mêmes outils, puis notre armée n'a pas nécessairement été bâtie de la même façon. Fait que quand on met des limitations, ou quand on se plaint de certaines choses, ou quand on fait des demandes sur certaines choses, il faut penser à on est où dans In the State of the Game, où est-ce que notre armée se trouve dans cette espèce de podium-là aussi. Ouais, tout à fait. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Hey, tabarouette! Hey, toi et moi qui se disait on va parler beaucoup de Horus Heresy, je pense qu'on s'est promené quand même pas mal. Ben oui, plus que je pensais. Ben oui! Ben, je. Pour n'importe qui, tu sais, David, tu me dirais ce que tu en penses, là, mais pour n'importe qui a jamais essayé une campagne, euh, je vous invite fortement à l'essayer. Mhm. Prenez-vous 2-3 chums. À la limite, partez-vous une ligue s'il faut. Moi, souvent, ce que je dis, c'est la ligue, c'est comme l'étape de base d'une campagne. Tu te regroupes, puis un objectif commun, c'est de jouer des games, faire de quoi. Puis là, dans cette ligue-là, habituellement, il y a comme des rivalités qui se créent. Puis à travers ces rivalités-là, on commence à se raconter des histoires parce que, veux pas, mon capitaine Space Marine, il se bat tout le temps contre telle affaire dans ton armée, contre ton Hellbrute, mettons. Parce que c'est toujours ça qui se passe. Cool, il y a une rivalité qui se crée, il y a peut-être une histoire qui va commencer à se créer autour de ça. Puis là, après ça, on pourra commencer à penser à faire une campagne s'il faut. Mais prenez une chance, puis faites une campagne, même si elle n'est pas parfaite, pour Oui, vrai. oui. Ben Là, oui. on a donné plein de trucs. David a donné plein d'exemples de comment est-ce qu'on pouvait traiter certaines affaires, à quoi il fallait faire attention. Puis je trouve ça super important parce que David a comme une vision historique que moi, je ne peux pas avoir. Ma consommation de produits, c'est majoritairement du Games Workshop. Fait que, autant pour le bien que pour le pire. On est à une époque où est-ce qu'il y a moins de campagnes chez Games Workshop, mais euh, avec la vision que David a, ça amène une vision plus large, mais grosso modo,
même si vous ne réussissez pas la campagne de vos rêves, là, vous avez essayé quelque chose, vous allez avoir appris quelque chose comme nous, on apprend encore quand on en fait. Fait que essayez, dare to try, puis allez-y. Moi, j'ai tendance à dire qu'une campagne essayée, c'est mieux qu'une campagne pas faite. Ah, définitivement. Parce que la prochaine d'après va être meilleure. C'est toujours ça. Fait que, je sais pas ce que t'en penses, David, mais... Ah oui, tout à fait. T'es mieux d'essayer. Te rendre compte puis de prendre le temps de te rendre compte qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Oui. Oui. Toi, tu vois, j'allais dans un point de vue de qu'est-ce qu'on pourrait corriger dans l'organisation de la campagne, puis toi, t'es allé dans mais qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Ça, ce serait la première étape. Je suis d'accord. Bien avant l'organisation. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans cette campagne-là. Bien dit. Fait que c'est tout pour nous autres? C'est tout pour nous autres. Hey, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Ben, on est au moment où est-ce qu'habituellement je fais les plugs. Fait que je vais vous répéter ce que j'ai dit au début. Donc, les épisodes sortent à chaque semaine. On sort sur Balado Québec, sur Spotify et aussi, si vous nous regardez en ce moment, sur YouTube. On a un concours sur YouTube. David, veux-tu le répéter rapidement? Alors, le concours sur YouTube, allez mettre un commentaire sous l'épisode sur YouTube bien spécifiquement. Et vous avez deviné à quelle couleur de peau de peinture, de quelle couleur de peau de peinture se rapproche le plus le chandail de Kevin. Et si votre commentaire a la bonne réponse, vous aurez le droit à une mention au prochain épisode. Donc, un épisode par semaine. On sort ça sur Spotify, Balado Québec, YouTube. On est sur Facebook. On a la page officielle Soirée Peinture, le Balado, qui est la page où on va mettre les événements, où est-ce que les épisodes sortent aussi. On a aussi Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe de partage, où est-ce qu'on va mettre, par exemple, le Mardi PEC, où est-ce que les gens peuvent partager leurs projets en cours. C'est ça que vous dire, projet PEC, c'est pas juste moi puis le gym, puis David puis le gym. Pas Willow non plus? Non. Ça n'a jamais été Willow. Ça n'a jamais été. Puis, on a, donc Soirée Peinture, le Balado, Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe. On a Soirée.peinture, qui est la page Instagram. Allez mettre des likes, allez partager. Pour vrai, on aime ça pouvoir vous entendre, on aime ça pouvoir vous lire dans les commentaires. Puis pour nous, ça fait toute la différence. Donc, n'hésitez pas. Puis, je pense qu'il nous reste juste une chose à dire. David? L'essayer, c'est l'adopter. C'est beau. Bonne soirée, peinture!